Bonjour, je suis Jonathan Bramson, le président du conseil d'administration pour le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens. Avant de commencer notre forum annuel, je voudrais reconnaître les peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Prenons un moment pour apprécier l'importance de ces territoires. S'agissant du centre d'excellence, il est important de reconnaître que nous sommes situés sur les territoires traditionnels des nations Mississauga et Haudenosaunee. Nous faisons cette reconnaissance afin d'affirmer notre engagement et notre responsabilité envers l'amélioration des relations entre nations et notre propre compréhension des peuples autochtones et de leur culture. Les récentes annonces de la découverte de corps d'enfants ayant fréquenté les pensionnats autochtones soulignent l'importance de nous sensibiliser. Pour soutenir la croissance du centre d'excellence, nous avons utilisé les ressources existantes du Chronic Brain Network, de l'Université de McMaster et de l'Hamilton Health Sciences Corporation. Ensemble, ils ont permis au centre d'excellence de s'engager immédiatement avec les vétérans. Within the first year, Pendant sa première année, le centre d'excellence a pu structurer un centre de recherche capable d'identifier et de soutenir des recherches innovantes dans le domaine de la douleur chronique. Le centre d'excellence utilise des recherches axées sur les patients avec des vétérans participent à la sélection des projets de recherche qui reçoivent un financement. La prochaine étape critique, mobiliser les résultats de recherche de manière à les convertir en pratique. Je suis fier du travail réalisé jusqu'ici. Je suis conscient du fait que la réussite du centre ne peut être mesurée qu'une fois que les résultats de recherche ont commencé à avoir un impact positif sur le bien-être des vétérans et de leurs familles. Merci d'être à l'écoute pour célébrer notre première année. J'espère que le forum vous plaira. À présent, je voudrais inviter l'honorable Lawrence McCauley, ministre des Affaires des Anciens Combattants Canada. Je tiens à saluer tous les participants à l'AGA de cette année et à vous dire combien nous sommes reconnaissants du travail que vous faites. Beaucoup trop de nos vétérans souffrent de douleurs chroniques. C'est généralement invisible, mal compris et difficile à diagnostiquer. Mais vous changez cela. Les recherches que vous menez au centre d'expertise aident à trouver de meilleurs moyens de traiter la douleur chronique et, de ce fait, vous aidez les vétérans à améliorer leur vie. Je suis très fier de notre partenariat avec le centre et de pouvoir appuyer l'excellent travail que vous accomplissez chaque jour. Donc, merci encore, soyez prudents et prenez soin de vous. Je suis heureux à présent de vous présenter le Dr Ramel Zacharias, chef de la direction du Centre d'excellence, qui va présenter son rapport annuel. Pour le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens. Je suis le Dr Ramel Zacharias, chef de la direction et directeur médical. Au Centre d'excellence, notre mission est d'améliorer le bien-être des vétérans de nos forces armées canadiennes souffrant de douleurs chroniques et de leurs familles. J'aimerais commencer par remercier les vétérans qui se sont joints à nous aujourd'hui pour leur service. To the veterans who have joined us Aux vétérans qui sont parmi nous aujourd'hui, merci pour votre service. Les Canadiens ont envers vous une dette de reconnaissance pour la paix et la sécurité dont nous jouissons dans notre pays. Je voudrais remercier le ministre McCauley et l'équipe d'Anciens Combattants Canada pour leur confiance envers le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens.
Je voudrais également remercier l'équipe de direction du Centre d'excellence pour les efforts infatigables qu'elle a déployés afin de placer le bien-être des vétérans au cœur de notre action. Tout à l'heure, vous allez entendre des exposés du Dr. Norm Buckley, notre responsable scientifique en chef, et du Dr. Jason Passon, notre directeur scientifique. Ensemble, avec l'apport des vétérans et des chercheurs de tout le Canada, ils s'assurent que tous les moyens sont mis en œuvre pour remplir notre mission. Une des raisons importantes pour lesquelles nous avons pu créer le centre 7 mois après l'annonce de sa mise sur pied réside dans le travail extraordinaire que le Dr. Buckley et son équipe ont réalisé dans les 4 années précédentes en vertu de leur subvention sport de l'ICSR dans la création d'un réseau pan-canadien de recherche sur la douleur chronique. Nous avons pu bénéficier de leur expérience dans la création du réseau du Centre d'excellence sur la douleur chronique. Lorsque nous avons reçu la subvention du Centre d'excellence, nous nous sommes engagés à faire en sorte que les vétérans jouent un rôle important dans la supervision et dans l'établissement des orientations au sein de l'équipe de gestion. Je suis heureux de vous indiquer que nous avons tenu cet engagement. Tout d'abord, dans le recrutement de notre conseil d'administration, sur les 9 administrateurs, nous avons recruté 4 vétérans ayant plus de 150 ans de service dans les Forces armées canadiennes. Deuxièmement, en septembre 2020, nous avons convoqué la première réunion en personne de notre conseil consultatif de 10 vétérans qui ont déterminé et continueront de déterminer nos priorités de recherche afin d'assurer que nos efforts demeurent concentrés sur le bien-être des vétérans et de leurs familles. Le conseil consultatif est présidé par Tom Hoppy, qui est également vétéran. En outre, 2 membres de notre conseil consultatif scientifique sont également vétérans. Troisièmement, notre directeur des opérations, Paul Rousse, est un vétéran qui a passé 9 ans en Afghanistan. Ces principes de base ont joué un rôle clé pour assurer que le Centre d'excellence demeure concentré sur son objectif, entretenir l'espoir pour les vétérans qui souffrent de douleurs chroniques insoutenables. Cette année, nous avons mis en œuvre le financement de 3 projets de recherche sentinelles. La Dr. Mélanie Noël de l'Université de Calgary étudie l'impact de la douleur chronique sur la famille des vétérans. La Dr. Joy McDermott de l'Université Western étudie l'impact du sexe et du genre sur la douleur chronique chez les femmes vétérans. Le 3e projet de recherche est dirigé par le Dr. Vikas Parihar et le Dr. Greg Tippin de l'Université McMaster, en collaboration avec le Dr. Don Richardson des cliniques sur les lésions de stress opérationnel. Ces recherches vont porter sur l'impact du cannabis sur les vétérans, notamment en ce qui concerne la douleur, l'humeur et le sommeil. Avant la création du centre, nous avons sillonné le Canada pour rencontrer les vétérans et leurs conjoints, afin de recueillir leur rétroaction sur les questions que nous devions aborder. À l'automne 2019, j'ai rencontré Rob et Christine à Edmonton. Je leur ai parlé le mois dernier et je suis heureux de vous signaler que la Dr. Mélanie Noël a inclus Rob et Christine à titre de co-chercheurs dans un projet. Un exemple réel de patients partenaires dans la recherche. J'ai toujours soutenu que le succès du Centre d'excellence dépendait de la mobilisation des vétérans et de leurs familles. Afin de parvenir à cette aspiration dans notre 2e année de fonctionnement, nous allons tenir l'engagement préfiguré par Desmond Tutu, qui déclarait « L'espoir, c'est être capable de voir la lumière malgré les ténèbres ». Comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'automne de 2020, notre comité consultatif des vétérans s'est réuni pour la première fois à Hamilton. Nous avons de la chance car les 10 membres de ce conseil cumulent plus de 200 années de service dans les Forces armées canadiennes. L'un des membres du conseil était François Dupéré. Franck avait un sourire qui illuminait une pièce. Son attitude positive était et sera toujours un exemple de véritable résilience. En avril 2011, la vie de François Dupéré a changé.
Ce soldat, qui était né à Sept-Îles, a été victime d'une attaque à la bombe. Plus de 150 livres d'explosifs ont explosé à 2 mètres de lui. Frank a miraculeusement survécu, mais avec une longue liste de blessures. Un œil crevé, une mâchoire fracturée en 12 endroits, un tympan percé, la perte d'un poumon ainsi que de l'usage d'une main et plus de 200 cicatrices sur tout son corps. Dans le documentaire March to the Top, François Dupéré déclarait que lorsqu'il est arrivé au camp de base, au pied du mont Everest pendant l'expédition, il y a 2 façons de voir ce qui m'est arrivé. J'ai encore un bras pour embrasser mes enfants et j'ai encore un œil pour les regarder grandir. Avec un œil, je peux voir le paysage grandiose tout autour de moi. Cela me suffit. Je n'ai pas besoin de 2 yeux. Malheureusement, François est décédé cette année de manière accidentelle. Fin juillet, le Centre d'excellence rend hommage à la mémoire de François Dupéré en finançant un chercheur francophone dans un projet visant à mieux comprendre la douleur chronique chez les vétérans. Nous sommes bien décidés à faire en sorte que l'esprit de François Dupéré survive à son départ. À ses parents, nous voulons vous remercier d'avoir partagé Frank avec le monde. À présent, je rends la parole à notre président, le Dr. Jonathan Bramson. Merci, Dr. Zacharias. Je voudrais à présent vous présenter le Dr. Jason Bassett, directeur de la recherche, qui va survoler les réalisations en recherche depuis 1 an. Merci, Dr. Bramson. Pour commencer, nous sommes très intéressés par le traitement optimal des vétérans en proie à une douleur aiguë. La douleur chronique commence par être une douleur aiguë. Bien gérée, elle ne devient pas chronique. Nous avons entrepris une vaste revue de tous les traitements disponibles de la douleur musculo-squelettique aiguë. Et nous avons réuni des éléments probants très convaincants, montrant que les AINS topiques, suivis par des AINS pris par voie orale, puis par l'acétaminophène, puis l'acétaminophène plus le diclofénac, ont montré le rapport bienfait-méfait le plus intéressant. Il est important de noter que les opioïdes n'ont pas donné de bienfaits importants au-delà d'interventions comportant moins de méfaits, mais qu'ils étaient associés avec le risque de méfaits le plus important. Ces 2 éléments conjugués justifient de manière convaincante d'éviter de prescrire des opioïdes pour la douleur musculo-squelettique aiguë. Nous avons constaté que plusieurs interventions non pharmacologiques, la neurostimulation transcutanée et d'autres encore, offrent le potentiel de procurer des avantages importants sans risque de méfaits, mais elles ne sont actuellement fondées que sur des preuves de faible certitude, ce qui laisse à croire qu'il s'agit de domaines susceptibles de justifier des recherches plus approfondies. Nous avons exploré les risques liés à la consommation prolongée d'opioïdes. Certains vétérans qui souffrent de douleurs aiguës commencent par prendre les opioïdes et d'autres, certains les consomment sur une période prolongée. Nous avons voulu étudier les facteurs qui sont associés à ce phénomène. Nous avons ventilé le risque d'une dépendance à long terme aux opioïdes. 6% de ceux qui reçoivent une ordonnance, mais au sein du groupe à risque élevé, y compris les vétérans, cette proportion est plus proche de 26%, 27%. Il est intéressant de constater que 2 études ont été réalisées sur le même groupe de vétérans. Un certain nombre de stratégies visant à proposer des solutions de rechange aux ordonnances d'opioïdes. 29% des vétérans consommaient des opioïdes sur une période prolongée. Une fois mis en œuvre les programmes de réduction de l'utilisation d'opioïdes et de proposition de solutions de rechange, ce pourcentage a diminué jusqu'à 17%. Il semble donc qu'il y a des choses qui peuvent être faites dans les cas où les opioïdes sont administrés pour la douleur aiguë. Nous avons constaté que certains facteurs doivent être pris en compte afin d'éviter
le risque de consommation à long terme. Éviter de prescrire aux personnes qui présentent une douleur aiguë et qui ont des antécédents de toxicomanie, restreindre la durée de l'ordonnance à 7 jours ou moins et utiliser des doses moindres lorsqu'elles sont prescrites. Nous avons réuni ces éléments dans le cadre d'une directive de pratique clinique par le Collège américain des médecins. Nous espérons que cela permettra d'optimiser l'utilisation des opioïdes ainsi que le traitement de la douleur aiguë en général. À présent, les opioïdes pour soulager la douleur chronique. Nous avons étudié certains de ces risques accoutumants, surdose, parfois mortels, mais il y a certains risques que nous comprenons encore mal, notamment l'HIO, hyperalgésie induite par les opioïdes. Il s'agit d'une situation dans laquelle, chez certains patients, la consommation d'opioïdes sur une période prolongée peut paradoxalement abaisser au lieu de relever le seuil de la douleur. Il s'agit d'un phénomène mal compris. Nous avons donc entrepris une enquête auprès de 850 cliniciens qui traitaient la douleur chronique liée à l'hyperalgésie induite par les opioïdes, afin de mieux comprendre ce phénomène mal connu. Nous avons constaté que les 3/4 de ces médecins avaient observé des patients atteints d'HIO dans leur pratique. Plus du tiers des médecins interrogés estimaient que cette forme d'hyperalgésie touchait plus de 5% de leurs patients atteints de douleurs chroniques et prenant des opioïdes sur ordonnance. La plupart des cliniciens s'accordaient à dire que l'HIO est une complication du traitement aux opioïdes, mais les cliniciens sont divisés sur la question de sa prévalence et de sa gestion optimale. Nous avons l'intention de continuer d'explorer ce phénomène afin que les vétérans vivant avec la douleur chronique et leurs fournisseurs de soins puissent inclure cet élément dans leurs décisions relatives à la prise des opioïdes. En 2017, notre groupe a diffusé une ligne directrice de pratique clinique axée sur les données probantes en vue d'optimiser l'utilisation des opioïdes dans le cas de la douleur liée au cancer du poumon. Mais il est important de comprendre les facteurs qui sont associés à l'assimilation de ce genre d'informations. En particulier, il faut mettre ces documents d'orientation à jour d'ici 18 mois. Nous avons entrepris des synthèses des données probantes. Tout d'abord, nous avons recensé les facteurs associés à une meilleure observation des recommandations figurant dans les lignes directrices. Nous avons constaté que malheureusement, dans le passé, l'observance des recommandations des lignes directrices a été médiocre. L'absence de familiarité avec les lignes directrices représentait une raison importante pour laquelle on constatait une adhérence plus faible. La complexité des recommandations présentait un autre problème. Et enfin, les recommandations portant sur des domaines dans lesquels les ressources étaient inadéquates, entraient en ligne de compte. Lorsque nous avons envisagé les moyens d'améliorer l'observance des lignes directrices relatives aux opioïdes en matière de douleur chronique, nous avons constaté en particulier des preuves à faible certitude montrant que la sensibilisation, l'audit, la rétroaction, le soutien interpersonnel et le fait de proposer des ressources en vue de faire participer les patients à la prise de décision partagée semblaient tous associés à certains aspects améliorés de l'observance des lignes directrices en matière de stratégie d'atténuation des risques. Par exemple, l'étude de base de données pour voir s'il y a d'autres médicaments prescrits qui pourraient avoir des interactions avec les opioïdes. Malheureusement, les études jusqu'ici n'ont pas montré que cette observance améliorée des recommandations entraîne une amélioration directe des résultats pour les patients. Nous avons certains indices préliminaires, mais il nous reste du travail à faire. Enfin, nous étions curieux quant aux perceptions relatives à la ligne directrice que nous avons publiée. De concert avec l'Association médicale canadienne l'an dernier, nous avons entrepris une enquête auprès de plus de 35 000 médecins partout au Canada afin de comprendre leurs perceptions relatives à la ligne directrice que nous avions diffusée. Bonne nouvelle, 94% avaient lu la ligne directrice et presque 90% jugeaient sa clarté bonne ou excellente. Nous avons constaté que la majorité des répondants, 86%, étaient d'avis qu'il était possible d'appliquer la ligne directrice, mais 66% ont souligné la résistance potentielle de la part des patients et
63% croyaient que l'absence d'un traitement non opioïde efficace était un obstacle. Donc, nous pouvons toujours recommander des solutions de rechange autres que les opioïdes, mais il faut qu'elles soient disponibles et afin que les cliniciens puissent les utiliser. 70% des répondants avaient modifié leur pratique pour se conformer aux recommandations de la ligne directrice. La moitié avaient engagé des patients à qui de fortes doses étaient prescrites dans une démarche de réduction des opioïdes et 43% ont réduit le nombre de nouveaux traitements aux opioïdes. Donc, il s'agit d'un indice préliminaire selon lequel nous aurions pu avoir un impact sur la pratique, mais nous allons donc devoir continuer notre travail pour voir quel a été l'impact sur les patients afin de trouver moyen d'optimiser encore les efforts pour la prochaine mise à jour de la ligne directrice d'ici 1 an et demi. Nous sommes très curieux à l'égard des modèles d'usage par les vétérans des opioïdes pour soulager la douleur chronique. De concert avec l'Institut pour les sciences évaluatives en milieu clinique, nous avons entrepris une enquête afin de déterminer quels sont les pourcentages de vétérans qui ont reçu une ordonnance d'opioïdes pour traiter de la douleur. Ce pourcentage a diminué de 21% de l'exercice 2010 à l'exercice 2019, donc passant de 17% des vétérans à 12%. Ceci inclut la période pendant laquelle notre ligne directrice a paru. D'autres facteurs ont certainement été pris en ligne de compte, mais il semble que les opioïdes sont moins prescrits pour la douleur chronique chez les vétérans et les non-vétérans en Ontario. Ceci a également été reflété dans une réduction du volume total d'opioïdes distribués. Encore une fois, même s'il y a des prescriptions, est-ce que ce sont des prescriptions à dose élevée, lesquelles, nous le savons, sont associées à un risque de méfait plus élevé, ou s'agit-il de doses faibles? Il semble que les doses diminuent également. Il y a une réduction moyenne de la dose de près de 40% chez les vétérans, 35% chez les non-vétérans de l'exercice 2013 à l'exercice 2019. Et enfin, comme vous pouvez le constater, le pourcentage des personnes traitées aux opioïdes à qui l'on a aussi prescrit ce qu'on appelle des opioïdes à dose élevée, plus de 90 mg d'équivalent de morphine, a également diminué chez les vétérans et les non-vétérans, de presque 30% chez les vétérans. Et enfin, quand nous avons examiné la coprescription de médicaments qui, nous savons, peuvent avoir des interactions avec les opioïdes et accroître le risque de surdose mortelle et non mortelle, comme les benzodiazépines, nous avons constaté une réduction dans cette coprescription potentiellement problématique, une diminution de 7,5% chez les vétérans. Donc, encore une fois, nous constatons des tendances montrant que les pratiques évoluent, sont davantage alignées sur les données probantes actuelles, les lignes directrices actuelles. Nous devons continuer d'explorer ces réductions d'utilisation afin de déterminer si elles ont des conséquences dans l'optimisation du traitement des vétérans vivant avec la douleur chronique. Un autre agent qui suscite beaucoup d'intérêt de la part des vétérans, c'est le cannabis. Au fur et à mesure que nous comprenons mieux les limites des opioïdes, le cannabis est de plus en plus considéré comme un remplacement potentiel. Le Canada est disponible pour certains problèmes de santé depuis 2001 au Canada, mais il y a eu de fortes poussées dans l'utilisation. En juin 2015, il y avait 24 000 Canadiens autorisés à utiliser du cannabis médicinal. En septembre 2020, ce chiffre frisait les 400 000 et l'augmentation ne ralentit pas. Il y a une augmentation semblable dans l'utilisation chez les vétérans canadiens, surtout face à la douleur chronique, où les dépenses dépassent 100 millions de dollars pour le remboursement du cannabis médicinal. Il est important de comprendre ce que nous savons sur ce produit et de déterminer s'il pourrait s'agir d'un substitut approprié des opioïdes. Nous avons commencé par interroger des personnes dans la communauté qui utilisent du cannabis quant à leurs attitudes et perceptions. Cette étude a été réalisée avant la légalisation à des fins récréatives. Nous avons recueilli des opinions auprès de 1480 adultes et nous avons constaté que les 2/3 déclarent qu'ils ont constaté des troubles de mémoire. La moitié se préoccupait du risque de dépendance, mais 25% ont déclaré qu'ils ne croyaient pas que le cannabis créait une dépendance. Donc, il y a beaucoup de variabilité dans les croyances. Et nous devons donc faire un travail de sensibilisation afin de mieux nous aligner sur les données probantes. Nous avons également appris que 94%
des répondants identifient que le cannabis est efficace dans le traitement de la douleur et 80% déclarent qu'il est efficace dans la gestion du stress, de l'anxiété, de la dépression. Donc, les applications thérapeutiques suscitent un fort enthousiasme, déphasage quant au risque de méfaits en fonction des données probantes que nous connaissons. Nous voulions ensuite nous renseigner sur les tendances en matière d'utilisation du cannabis. Nous avons interrogé 709 consommateurs de cannabis. Nous avons constaté que 71% approuvaient l'usage exclusivement récréatif, tandis que 39% déclaraient un certain degré d'usage à des fins médicales. Il s'agit d'une population diverse et complexe. Mais parmi tous les consommateurs à fin médicale, seulement 23% ont dit qu'ils y étaient autorisés par un professionnel de la santé. Donc, beaucoup de Canadiens consomment du cannabis à des fins thérapeutiques, mais sans avoir reçu d'orientation des professionnels de la santé. Donc, ces décisions sont prises isolément et sans faire un suivi pour tâcher de repérer d'autres médicaments qu'ils prennent. Nous avons également appris que même si les patients qui consomment au niveau thérapeutique, même chez ceux-là, il y avait une consommation à des fins récréatives. La consommation à des fins exclusivement médicales ne se rencontrait que dans 20% du groupe qui déclarait utiliser le cannabis à des fins médicales. C'est une population complexe, beaucoup de consommation à l'extérieur des lignes directrices en matière de santé. Nous devons donc travailler sur ce dossier pour nous assurer que l'utilisation soit optimisée et soit conforme aux conclusions que nous pouvons tirer des données probantes. Nous avons également réalisé des recherches auprès des médecins de famille afin de comprendre leur compréhension à l'égard du cannabis médicinal. Nous avons constaté que les médecins de famille hésitent à autoriser le cannabis médicinal, ce qui explique pourquoi beaucoup de patients qui utilisent le cannabis à des fins médicinales n'ont pas d'autorisation de médecin. Cette incertitude porte sur les données probantes, les avantages, les méfaits. Nous devons donc fournir davantage d'informations pour aider les médecins de famille dans ce domaine. Les médecins disposés à envisager l'usage déléguaient souvent les décisions en matière d'utilisation, d'exécution des ordonnances, d'autorisation par des cliniques spécialisées dans le traitement, mais les médecins craignaient que ces cliniques ne fournissent pas des informations intégrales aux patients. Enfin, les médecins étaient largement favorables à la recherche et à la formation continue. Ils souhaitaient, dans la plupart des cas, continuer d'administrer le cannabis, mais souhaitaient disposer de données plus probantes afin de faire des choix plus éclairés pour leurs patients. Nous avons déployé beaucoup d'efforts depuis un an pour mettre au point des lignes directrices de pratique clinique relatives au cannabis médicinal pour soulager la douleur chronique. Nous avons réalisé plusieurs synthèses des données probantes ainsi qu'une ligne directrice de pratique qui ont été approuvées pour publication et qui paraîtront cette année, qui, nous l'espérons, vont combler certaines des lacunes signalées par les patients et les cliniciens lorsqu'il s'agit du rôle possible du cannabis pour la prise en charge de la douleur chronique. Nous avons également été invités à participer à la rédaction avec Jim Thompson d'une édition spéciale de la revue de santé des vétérans qui portera exclusivement sur la douleur chronique. Les articles pour la série ont été acceptés. Nous prévoyons que le numéro paraîtra au début de l'automne de cette année et va identifier un certain nombre de problèmes, y compris des leçons tirées récemment. Tout cela sera pertinent pour la situation des vétérans et de la douleur chronique. Nous avons également tâché de tirer les conclusions des données probantes existantes. Nous avons récemment réalisé une synthèse des données contenues afin de mieux comprendre la douleur chronique chez les vétérans canadiens. Nous avons constaté que même si 40% des vétérans déclarent qu'ils vivent avec la douleur chronique, leurs expériences sont très différentes. Dans le premier regroupement, 47% des patients atteints de douleur chronique ne déclarent pas éprouver une douleur sévère ni souffrir de limites graves. Le deuxième groupe, les répondants déclaraient qu'ils souffraient de douleurs sévères et de limites physiques, mais pas tellement d'impact psychologique ni de maladies mentales comorbides. Le troisième groupe réunit des vétérans vivant avec une douleur chronique, souvent sévère, qui témoignent de leurs limites physiques et également
beaucoup de pathologies comorbides, troubles du stress post-traumatique, dépression, angoisse. Cela nous montre que les vétérans vivant avec la douleur chronique représentent un groupe diversifié. Ils n'ont pas tous besoin des mêmes traitements, ils ne sont pas tous intéressés par les mêmes traitements. Nous devons nous assurer que les ressources que nous leur proposons correspondent à leurs besoins, qu'ils peuvent tenir compte non seulement du fait que quelqu'un vit avec la douleur chronique, mais encore de l'impact précis de la douleur sur ces patients. Je vais à présent rendre la présentation au Dr Bramson. Merci beaucoup, Dr Bassem. Une série remarquable de réalisations pendant cette première année. Je vous présente le docteur Dr Norm Buckley, notre directeur scientifique, qui va nous présenter nos projets pour l'année à venir. Merci beaucoup, Dr Bramson. Le Dr Bassem vous a exposé le travail remarquable qui est déjà accompli. Je voudrais vous présenter notre approche dans la structuration des recherches. Le Dr Zacharias et le Dr Bramson vous ont expliqué que nous avons un certain nombre de notions globales et que nous avons pu valoriser rapidement certains de nos travaux, en partie par chance, en partie grâce à notre planification. Vous remarquerez dans le travail du Dr Bassem, c'est que l'on attache beaucoup d'importance à la synthèse des connaissances, à l'examen des données de santé administrative, des projets de ligne directrice qui représentent une forme de synthèse de savoir et de présentation des données sous un format qui peut éclairer les soins cliniques. Cela présente un avantage. Le désavantage, c'est que cela ne crée pas de nouveaux savoirs, mais l'avantage, c'est qu'il s'agit de projets qui peuvent être programmés. On sait combien de temps cela durera. Nous avons de la chance qu'à l'Université McMaster et ailleurs au Canada, il y a des équipes qui sont très compétentes dans ce travail. Nous avons vu les données de l'Institut des sciences évaluatives et cliniques en Ontario, qui propose des données relatives à la santé sous forme analysable. Donc, ce genre de travail peut être réalisé en ligne. Même si nous avions prévu l'épidémie de COVID, nous n'aurions pu mieux faire, je crois. Tâcher de réaliser des essais cliniques, par exemple, c'est très difficile et ces travaux ont en général été arrêtés pendant la crise de la COVID. Nous avons eu de la chance d'avoir concentré nos efforts sur la synthèse des connaissances. Il s'agissait donc du travail initial. Nous nous concentrons à l'heure actuelle sur l'identification de savoirs relatifs aux soins cliniques qui sont spécifiques aux vétérans, propres aux vétérans, et de communiquer cela à notre réseau de cliniques dans le pays en tenant compte de mesures des résultats pour évaluer l'efficacité de nos soins des vétérans. À long terme, nous espérons pouvoir réaliser des essais cliniques qui porteront directement sur des approches de traitement de la douleur chronique chez les vétérans. Le Dr Zacharias et le Dr Bramson ont évoqué la notion de recherche axée sur le patient. L'Institut canadien de recherche en santé en est à sa troisième séquence quinquennale de ce que l'on appelle les stratégies pour la recherche axée sur le patient, dans le cadre de laquelle les patients, les aidants, leurs familles participent à tous les niveaux de la recherche clinique. Nous avons traduit cette approche directement dans notre inclusion des vétérans. Comme vous l'avez entendu dire, les vétérans participent à l'ensemble du processus de recherche. Par exemple, le Dr Bassem n'a pas vraiment commenté largement, c'est le fait que son équipe a passé en revue les priorités de recherche existantes au Canada qui avaient été rédigé dans les débuts du réseau sur la douleur chronique et s'est efforcé d'ajouter un point de vue des vétérans sur ces priorités. Ce que nous aimerions pouvoir faire dans l'avenir, c'est nous concentrer sur de nouveaux traitements, des traitements proposant une valeur réelle pour les vétérans en fonction des modalités de traitement auxquelles ceux-ci répondent particulièrement bien, par exemple. Et nous voudrions également réunir nos connaissances existantes relatives aux traitements optimaux
afin d'éclairer les initiatives en matière de politique au niveau du traitement des vétérans dans les forces armées canadiennes ou ailleurs dans le système de santé, afin de nous assurer que les ressources qui sont consacrées au soutien des traitements contribuent bel et bien à soutenir les formes de soins les plus bénéfiques. Nous avons commencé d'établir des relations à long terme et de développer des idées d'études à long terme avec des collaborateurs. Nous avons donc rencontré des représentants des forces armées canadiennes, les équipes médicales ainsi que les équipes de recherche, les deux autres centres de recherche fondés par Affaires d'Anciens Combattants Canada, l'ICRSMV et le Centre d'excellence sur le TSPT et les troubles de santé mentale apparentés. Nous avons rencontré plusieurs groupes de partenaires de l'OTAN, y compris nos partenaires dans l'équipe française de l'OTAN. Cela a été l'occasion à laquelle j'ai tenté sans succès de communiquer en français. C'est pourquoi on m'a interdit de le tenter aujourd'hui. Mes deux filles qui sont entièrement bilingues sont tout à fait d'accord avec les restrictions qui sont imposées sur toute tentative de ma part de parler français. Nous avons également rencontré les représentants des ministères des anciens combattants des États-Unis qui ont mis en œuvre une certain nombre d'initiatives en matière de douleurs chroniques et du ministère de la Défense des États-Unis qui ont tous entrepris des essais de différentes sortes de traitements pour des affections médicales aiguës, des traumas, des situations de longue durée comme la douleur chronique. Notre processus, comme vous l'avez entendu dire, inclut tout d'abord un examen au niveau du Conseil consultatif pour les vétérans qui décide si les recherches que nous voulons entreprendre apparaissent pertinentes. Bon, les fonds de recherche sont limités, donc nous voulons choisir des projets aussi pertinents que possible. Nous avons un conseil consultatif scientifique qui peut évaluer les mérites scientifiques des propositions. Notre stratégie initiale consistait à confier une bonne partie des activités de la première année des équipes de recherche à l'Université McMaster. C'était de propos délibéré. Nous savons qui constituait ces équipes. Nous savions qu'elles pourraient commencer à travailler rapidement. Ensuite, nous avons lancé des appels ciblés dans l'ensemble du Canada auprès des chercheurs que nous connaissons. Nous venons d'achever un concours public. Nous sommes en train de décider les lauréats portant sur les sujets retenus lors d'un exercice de fixation des priorités jugés importants par notre conseil consultatif. Il y a un domaine qui a paru particulièrement important, c'est la transition du service actif au statut de vétéran. Nous avons donc établi des contacts avec les équipes médicales des Forces armées canadiennes, des organismes de recherche. Bon nombre des questions reliées à la transition semblent être reliées à des processus administratifs. Donc, nous travaillons avec Anciens Combattants Canada et d'autres groupes afin d'identifier les stratégies administratives appropriées. Nous avons un projet de rêve qui consiste en une étude longitudinale de la santé des vétérans. Il s'agit d'un rêve. Il faudra peut-être restreindre nos ambitions, mais nous avons entrepris des discussions avec les équipes médicales des Forces armées canadiennes ainsi que l'étude longitudinale sur le vieillissement qui a créé un processus pour suivre une cohorte importante de Canadiens. Nous voudrions utiliser un modèle semblable à l'équipe Framingham, la fameuse équipe étude sur la santé cardiovasculaire réalisée par la faculté de médecine de Harvard à Boston depuis, je pense qu'elle est peut-être en cours après 50 ans. Nous envisageons une tentative de réplication de cette idée, mais portant sur la douleur chronique. On vous a parlé d'une grande partie des recherches réalisées jusqu'ici. Il y a un certain nombre de projets qui sont en cours dont le docteur Basson n'a pas nécessairement parlé. Nous avons des recommandations rapides, dont l'une sera publiée très prochainement, portant sur l'utilisation optimale du cannabis pour des fins médicinales. Il y a un autre projet en cours portant sur la douleur à la mâchoire. C'est un problème particulièrement difficile pour les équipes médicales d'anciens combattants.
Vous avez entendu parler des analyses des données de l'ICES. L'une des notions qui nous sont venues de Simber, c'est l'idée que le bien-être des vétérans peut être évalué en tenant compte de 7 domaines de bien-être. Nous tâchons d'identifier, de concert avec le Centre d'excellence en matière de stress post-traumatique, syndrome de stress post-traumatique, quels sont les éléments les plus importants à cerner. Nous mettons en place une plateforme éducative à l'intention des vétérans. À l'heure actuelle, la crise de la COVID a créé des situations intéressantes, notamment la transition rapide de la prestation des services de santé en personne à la prestation en ligne. Nous avons pu étudier cela, 10 ou 12 cliniques au pays, pour voir comment individuellement ils ont mis en place des services en ligne et en les comparant à leurs services présentiels antérieurs et désormais rétablis. Cet article devrait être préparé pour des approches à venir. Disposant d'un réseau de cliniques partout au pays, nous voulons déterminer s'il y a des différences au niveau de l'infrastructure et des différences au niveau des résultats associés au processus clinique. Le docteur Zacharias vous a parlé de la docteure Mélanie Knowles sur l'impact intergénérationnel de la douleur chronique. La docteure Noël applique son travail portant sur la douleur des enfants et de leurs parents dans différents milieux sociaux. À présent, elle utilise cette même méthodologie aux enfants de vétérans atteints de douleurs chroniques. Bon, j'ai entendu dire ce matin que le docteur Noël vient de recevoir le premier prix Killam de leader innovant en matière de santé par l'Université de Calgary pour son travail sur la douleur chez les enfants. Vous avez entendu parler de des recherches de la Dr. McDermott sur le sexe et le genre, sur la douleur chronique chez les femmes vétérans. Elle travaille à l'Université McMaster, à l'Université Western, à London, Ontario. Les Forces armées canadiennes ont depuis longtemps déjà admis les femmes au rôle de combat actif. Il y a d'excellentes opportunités d'identifier quelles sont les différences au niveau de l'impact sur les femmes par rapport aux hommes en ce qui concerne la douleur chronique et son développement. Nous envisageons aussi l'utilisation du cannabis par les vétérans. Et puis l'un de nos objectifs consiste à laisser un legs de savoir amélioré au niveau de la douleur chronique chez les vétérans et nous allons donc financer des bourses d'études supérieures. Et voilà qui conclut mon exposé. Je vais rendre la parole au docteur Bramson. Merci. Et il s'agit là de travail très intéressant. J'avais raison de donner la parole au lieutenant général en retraite, Michel Maisonneuve, de présenter l'ancien ministre des Affaires des Anciens Combattants Canada, Walter Netenchik. Du ministère des Anciens Combattants. General Retired Walter Netenchuk. Général en retraite, Walter Netenchuk est un exemple parfait de service éthique et exemplaire à notre pays. Son comportement nous rappelle l'époque où les officiers étaient bel et bien des gentlemen. Natif de Winnipeg, d'un ancien combattant allemand de la Première Guerre mondiale et d'une mère allemande, Walter a très tôt envisagé le service militaire. Et il a été cadet de l'air, adolescent, puis a fréquenté le collège militaire de Royal Roads à Victoria. Ses 37 ans de service en uniforme ont culminé dans sa nomination pendant 4 ans comme chef de l'état-major de la défense, le grade le plus élevé dans les forces canadiennes. Il continua donc son service dans notre pays à titre de président de l'Agence spatiale canadienne et pendant les 7 dernières années à titre de sous-ministre des Affaires des Anciens Combattants, où il a exercé un leadership qui a déclenché une transformation au sein du ministère, marquée par la compassion envers ses vétérans. Il a pris sa retraite au mois de mai après 46 ans de service
Le général Latinchik possède un sens de l'humour exceptionnel, une excellente forme physique. Son épouse Barbara a 21 ans de service mon épouse Barbara, qui a 21 ans de service dans l'aviation royale canadienne, a été sa subordonnée. Elle a vu réaliser beaucoup de prouesses de force physique. Walter Latinchik est notre ami, c'est pourquoi, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous présenter le général en retraite Walter Latinchik. Thank you very much, Mr. Je saisis l'occasion, puisque j'ai enfin la parole, de féliciter Michel sur le prix Libby qu'il va recevoir cette année, le prix Vimy plutôt. Ce prix est décerné chaque année par la Conférence des associations de défense aux personnes qui ont contribué de manière exceptionnelle au Canada, à notre sécurité, à la paix, à notre sûreté. Et je ne pourrais songer à un meilleur candidat que le lieutenant-général Michel Maisonneuve. Thank you, Michel, for your leadership. Je voudrais remercier le Dr Zacharias, chef de la direction du centre. Je le remercie de m'avoir invité à cet événement. Le président du conseil d'administration, le Dr Jonathan Bramson, encore une fois, merci de me donner la possibilité de m'exprimer. Je voudrais féliciter le conseil consultatif de vétérans. Merci d'avoir fait cette contribution, vos aperçus, votre expérience, ce que nous avons appris, ce que nous devons faire encore, tout cela est très apprécié. J'apprécie le fait que le docteur Abouth et le docteur Bassi et le docteur Buckley, merci pour vos comptes rendus. Je suis ravi d'avoir entendu vos exposés. La nature de notre service est particulièrement unique et appelle des solutions uniques en leur genre. J'apprécie également la présentation du Dr Buckley sur nos perspectives d'avenir et le sentiment d'urgence. Nous devons obtenir des résultats bientôt car des gens souffrent et nous voulons trouver des solutions. C'est un véritable honneur que de me trouver en votre compagnie afin de reconnaître la première année d'existence du Centre d'excellence. Lorsque j'ai été invité à faire cet exposé, j'étais au courant du travail excellent de la docteure Sid Courchaine, directrice générale des professionnels de la santé à Anciens combattants Canada, qui collabore avec le chef de la recherche, le Dr David Pedler, qui dirige à présent l'Institut canadien de recherche sur la santé militaire et des vétérans. This center has been created. Merci, Dr. Courchaine. Merci, Dr. Pedler. Je voudrais également souligner l'importance des partenariats. Encore une fois, Dr. Buckley a évoqué le partenariat avec l'ICRS, avec les autres centres
d'affaires des anciens combattants avec nos alliés du sud de la frontière, avec les pays de l'OTAN, avec d'autres pays avec lesquels nous avons beaucoup en commun, surtout dans la communauté dite des Five Eyes. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes idées qui circulent, beaucoup d'expériences. Pouvons-nous tirer ces leçons rapidement et les appliquer, les mettre entre les mains des professionnels de la santé qui soutiennent nos vétérans partout au Canada? Je suis toujours épaté de faire un exposé lorsque je suis censé être en retraite, mais je préférerais beaucoup faire ceci que de promener mes chiens. C'est ce qui se produit lorsque vous prenez votre retraite. Tout le monde sait que vous avez du temps libre. On vous demande de s'occuper de leurs chiens pendant que les propriétaires font autre chose. Mais je me préoccupe tellement du bien-être de nos vétérans. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai demandé d'être sous-ministre des Affaires. Mais la réalité, c'est que nous avons besoin de l'avis d'experts, des centres d'excellence extraordinaires comme celui-ci qui s'intéresse à la douleur chronique. Je suis inspiré par ce que vous avez dit aujourd'hui, de voir à quel point vous avez fait progresser les recherches et l'application de celles-ci dans le domaine de la douleur chronique chez les vétérans, à quel point vous avez établi des partenariats avec les vétérans pour faire vivre des innovations en matière de recherche, de thérapie, de prise en charge de la douleur. Vous soutenez des familles entières, car ce sont encore une fois des familles qui contribuent tellement pour assister à la transition de nos vétérans, leur bien-être, dont le service a été rendu possible par le soin, par l'amour de leur famille. J'apprécie l'importance que vous attachez au soutien des familles en matière de recherche. Et il y a également l'importance attachée à l'éducation, à la sensibilisation, car ce n'est que par ce moyen que nos anciens combattants et leurs familles pourront s'approprier leur situation individuelle dans l'avenir. Je suis également conscient du fait que vous vous concentrez sur des solutions uniques. Chacun d'entre nous a pris une décision, a fait un choix d'entrer dans les forces armées. La valeur des forces armées, c'est le service avant soi. Et nous savons que les membres de nos forces armées sont une force de dernier recours pour le pays, qu'ils servent afin que d'autres puissent vivre, comme on le dit dans le secteur du sauvetage, dans le secteur des forces spéciales. Nous trouverons moyen. Et nous savons que dans chaque unité, dans tous les services, nous savons que tous et chacun est professionnel. Il veut s'entraîner avec ses camarades, veut être déployé. Je me rappelle d'avoir distribué des pièces de monnaie aux gens en Afghanistan qui en étaient à leur 4e, 5e, 6e, 7e mission dans une opération. Quand vous leur demandez pourquoi êtes-vous ici, ils répondaient toujours, mon général, parce que je veux y être. Je leur demandais, est-ce que vous avez dit à votre famille? Ils disaient, surtout pas, on aurait trop d'ennuis si on le disait. Mais la réalité, c'est qu'ils ont fait passer leur devoir avant leur souffrance, comme des athlètes d'élite qui faisaient passer leur service avant toute autre chose, qu'ils ont fait un choix de servir afin que d'autres puissent vivre en sûreté. Et il est tellement important de trouver des solutions qui correspondent à la situation de chaque vétéran.
de sensibiliser les vétérans, de leur donner les outils, de leur donner le savoir, de leur donner l'expérience qui leur permet de s'approprier leur prise en charge dans leurs circonstances bien précises. Chacun d'entre nous a vécu un service unique et chacun d'entre nous a besoin de solutions uniques. Je suis également conscient du fait que le Centre d'excellence a concentré ses efforts sur une approche axée sur les vétérans. C'est très important. Travaillant directement avec les vétérans, le programme de recherche peut être alimenté, éclairé en ce qui concerne les priorités futures. J'apprécie ce que le Conseil consultatif des vétérans a pu faire pour améliorer le savoir de la vie militaire au sein de la communauté des fournisseurs de soins civils. Et c'est essentiel. Nous ne pouvons pas détenir cette information, nous devons la partager. Cette expérience aussitôt que possible, mais avec tous les practitioners autour de notre pays aussitôt que possible. And indeed, en exploitant tous les coachs vétérans afin d'améliorer le bien-être de tous les vétérans. Tout le monde qui participe à cette réunion comprend très bien l'impact de la douleur chronique. Nous avons appris que les vétérans ressentent une douleur chronique à un rythme 2 fois plus élevé que la population en général. Et cela montre à quel point la population des vétérans est unique en son genre. Et nous comprenons l'impact de la douleur chronique sur la santé mentale, comme la Dr Barclay l'a dit aujourd'hui. Je tiens à préciser que le partenariat avec les Forces armées canadiennes, avec le chef des services médicaux et ceux qui servent au sein de la branche médicale du service de santé sont très, très importants afin que les solutions puissent être mises en œuvre. Se sentent invincibles et par conséquent qu'ils peuvent continuer en dépit de la douleur. Combien d'entre nous avons sauté en parachute parce que il y en a qui prennent du Motrine avant le saut parce qu'ils veulent sauter avec leurs camarades. Il faut former le plus précocement possible et soutenir les membres des familles parce que nous savons que ce sont les proches qui vont faire venir les vétérans afin de leur demander de consulter. J'apprécie ce que fait le Centre d'excellence. Je crois qu'il ne me reste que quelques instants, mais je suis ravi de voir les progrès qui ont été réalisés. In only 1 year, but it's been a year well spent. Je veux dire seulement, allez-y, away you go. Allez-y. Continuez de vous concentrer sur ces solutions uniques pour les vétérans. Partagez cette information et allons-y. Merci, Général Latinchik, pour ces paroles pleines d'inspiration. Je voudrais remercier le ministre des Affaires des Anciens Combattants Canada, l'honorable Lawrence McCauley, et l'ancien sous-ministre des Affaires des Anciens Combattants Canada, Walter Latinchik. Je voudrais également remercier le Dr Zacharias, le Dr Bassi, le Dr Barclay pour leur contribution au centre et leur engagement envers la recherche de solutions aux problèmes de la douleur chronique chez les vétérans. Pour obtenir les renseignements les plus récents sur le Centre d'excellence, veuillez consulter notre site web veterandouleurechronique.ca et vous inscrire à notre liste de courriels. For those of you interested in receiving... Si vous souhaitez recevoir des mises à jour au sujet du Centre d'excellence, rendez-vous sur notre site web veteranschronicpin.ca pour vous inscrire. Merci et au revoir.